Mesdames, Messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi 28 octobre 2019 avec ce début de semaine qui commence, vous le voyez, avec la mort du maire de Buea, Patrick Ekema, mort hier. On a une pensée pour ce maire-là qui a, comme vous le savez, œuvré pour cette ville de Buea. Beaucoup disent de lui qu'il était le casseur des ghost towns, des villes mortes. On l'a plusieurs fois vu sceller les boutiques des commerçants qui respectaient les villes mortes. On l'a vu plusieurs fois être dans une forme d'opération avec les conducteurs de taxi à Buea pour qu'il n'y ait pas de respect des ghost towns et de lockdown. Maintenant qu'il est parti, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui des réactions qui sont absurdes, qui sont incompréhensibles. Comment peut-on se réjouir d'une mort, quelle qu'elle soit? On se pose évidemment la question de notre humanité ce matin, notre humanisme. Que sommes-nous devenus, nous, les êtres humains, à donc jubiler lorsque un ennemi meurt? On n'a pas le droit de jubiler sa mort, comme on l'a vu hier avec des scènes de liesse à Buea et à Bonaberi, ici à Douala. Il est quand même terrible que les personnes aient pu faire des tournées de boissons pour célébrer cette mort, ce qui est pour nous inacceptable, inadmissible dans un pays qui se veut humaniste comme le Cameroun, mesdames, messieurs. Alors, comme chaque matin, nous sommes en place. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour aux téléspectateurs. Alors, Boro Bengan, vous êtes également là ce matin avec nous, bonjour. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je me pose la question. Quel enjeu est en train d'être joué au Cameroun par la communauté dite internationale? Les États-Unis et l'Union européenne voudraient qu'on reprenne le dialogue pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. La France réunit le GICAM pour un plan de développement économique dans cette région. Alors qu'on est là. Est-ce que l'enjeu sera entre la France, l'Union européenne et les États-Unis, ou alors la France contre les États-Unis? Où est le Cameroun dedans? Et ne va-t-on pas suivre ou alors être surpris par les enjeux des grandes puissances? On n'en sait rien. Voilà ce qui se trame. Et surtout, on ne peut pas l'oublier non plus, le premier navire militaire, c'est un navire français qui accoste le port de Kribi. Ça signifie quelque chose pour moi, oui, ce n'est pas anodin. Merci. On va dire que c'est grave avec ce qui arrive. Les informations que nous avons en notre possession, madame, monsieur, nous donnent... on va dire l'occasion de nous dire que ce pays prend le chemin qui n'est pas bon du tout. Rappelons que Félix Bayou, qui est le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de Commonwealth, revient là d'une mission. On voit très bien que cette mission-là a été infructueuse, telle que nous rapporte Guardian Post ce matin, puisque l'Union européenne, comme vous l'avez dit, et les États-Unis sont sur leur ligne. C'est qu'il faut un dialogue inclusif au Cameroun et ne considère pas ce qui a été fait à Yaoundé comme étant un dialogue inclusif en réalité. Donc on verra comment tout cela se passe alors que la France s'est désormais installée comme une tutrice du Cameroun. La France qui est tutrice du président camerounais, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, qui ont pris les devants et qui semblent donc dicter au Cameroun la voie à suivre. Est-ce que les Nations Unies, est-ce qu'ils vont suivre tout cela? On se pose la question, l'Union européenne, les États-Unis, est-ce qu'ils vont suivre tout cela? On verra dans les semaines à venir. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec l'histoire du jour. Avec vous, Dominique Audrey Oyengele, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Si vous permettez, avant de commencer l'histoire de ce matin, je tiens à adresser mes encouragements et mes salutations à la population du Gabon qui a décidé de manifester le 25 octobre dernier par rapport au viol de la petite Wally. Elle a été violée par un homme d'influence dans le pays et la population est sortie pour demander, exiger un mandat d'arrêt international désormais contre l'auteur de ce viol-là. Il faut dire que c'est un exemple que nous autres, nous devons prendre pour tous nos enfants, frères et sœurs qui sont victimes de ces abus-là. L'histoire de ce matin est celle de Nathalie et de Roméo. Nathalie a 32 ans et Roméo en a 36. Ils ont vécu 3 ans. Pendant ces 3 premières années,
Roméo rasait les murs. Il n'avait pas d'emploi, il était au chômage, donc il jonglait pour pouvoir s'en sortir avec Nathalie. Sauf qu'il y a 2 mois, sensiblement, il a eu un travail assez... du moins qui aurait pu lui donner un bon salaire, et il a décidé de se marier avant de commencer à travailler la semaine précédente, le début de son travail. Il s'est marié et malheureusement 2 mois après son mariage, Roméo décède dans un accident de la route. Nathalie se retrouve donc enceinte de quelques mois et veuve en même temps. Elle a envisagé de retourner vivre dans sa famille à elle, mais sauf qu'elle se heurte aujourd'hui au refus du père de son défunt mari qui lui dit « Il n'est pas question que tu partes, je n'ai eu qu'un seul fils qui est désormais décédé, dont je vais faire le veuvage, je vais assurer le veuvage. » Mon fils n'a pas eu l'occasion de bien profiter de ce mariage-là. Tu as été doté, on a donné tout ce que ta famille a demandé. Et aujourd'hui, Nathalie aimerait savoir comment faire. Est-ce qu'on rembourse la dot? Est-ce que la loi la protège contre ce que veut faire son beau-père? Et comment se comporter dans cette situation-là? Alors, Boro Béguin, je commence par vous ce matin. Comment on gère une telle situation? D'abord, il faut dire condoléances les plus attristées à Nathalie et souhaiter que sa prochaine vue, sa future vue soit vraiment rayonnante. Mais est-ce qu'elle pourra vraiment être rayonnante avec cet enfant qui va naître et tout? Ce sera vraiment des souvenirs douloureux. C'est triste. Deuxième chose, non, le père n'hérite pas de son fils. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc le fils meurt, le papa vient hériter. D'abord, c'est interdit. C'est le fils unique. Oui, fils unique, mais c'est interdit. Le problème, vous voyez, à quoi servent les allocutions dans les débats? Parce que quand vous venez témoigner, et j'aime souvent, si les gens font aujourd'hui, je vois même les enfants de 8 ans venir parler au deuil. Et un enfant de 8 ans fait quoi? Ici, la question qui va se poser par la famille de Nathalie, le chef de famille viendra, quand dans l'allocution, va demander à la famille de Roméo parce que Nathalie a été dotée, qui restera avec ma fille. Donc ce n'est pas un problème entre deux personnes. Qui restera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le père de Roméo, il s'unit, il regarde. Et parce que là aussi, c'est une entorse. Oui, je n'ai que le fils unique. Il n'y a pas de famille qui n'ait qu'un seul enfant. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Même un couple qui n'a pas eu d'enfant du tout. Généralement, c'est ce couple-là qui a plus d'homonymes. Deuxièmement, et les frères de ce monsieur qui n'a pas eu d'enfant avec sa femme, on lui donne des enfants qui vont hériter. Donc ici, la famille du père de Roméo va s'asseoir pour discuter. D'abord, les veuvages, c'est entre les veuves. C'est les veuves qui font les rites de veuvage. Et la première question qu'on pose souvent à la fille, c'est que est-ce que du vivant de votre mari, vous avez eu à flirter avec un de ses frères? Parce que là, les anthropologues vous ont aussi, j'allais dire, vous ont donné de fausses informations, parce que ça ne donne pas. S'il arrive que Nathalie n'a pas eu des relations quelconques avec un frère, parce que vous allez parler de cousin, non, nous on ne connaît pas ce terme, avec un frère de Roméo, il peut bien, bon, c'est la mort qui fait terminer le mariage. S'il n'a pas eu, on va lui poser la deuxième question. Est-ce que vous voulez rester avec nous, parce qu'on vous a doté dans cette famille? Voilà comment, et pourquoi cette question revient. Notamment, elle a 26 ans, on porte un enfant. Précisément, c'est pour la préservation de sang. Est-ce que l'enfant qui va naître, et probablement d'autres que Nathalie aura à accoucher après, devront avoir le même sang? C'est ça, le sang de la dot. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent, Madame Bengan n'est pas nécessairement la femme de Bengan, c'est la femme de ma famille. Mais ça ne veut pas dire que ma famille, toute ma famille qui monte sur elle. Donc, je ne suis pas là, c'est la famille qui épouse la femme. C'est pour cette raison que pendant la dot, vous deux, vous ne parlez pas. Donc, le père, non, il doit plutôt réunir le conseil de famille pour voir avec sa femme. Mais s'il arrive que Nathalie n'a pas eu à flirter avec un frère de son défunt mari, elle n'a même pas envie d'y rester,
on l'encadre et on lui donne un temps de probation pour l'accompagner à une nouvelle vie, à une nouvelle insertion sociale, parce que c'est même ça qu'il s'agit. Il faut la remonter, comment la réinsérer dans la société sans qu'elle voie le monde en noir. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Chalamel, comment vous comprenez tout ce qui se passe dans l'histoire de ce matin, les comportements des uns et des autres? Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que je suis un peu étonné de la façon avec laquelle les choses se déroulent. Pourquoi? On ne se marie pas pour mourir. Avant de se marier, M. Eric Fopoussi, il y a des enquêtes qui sont menées. Est-ce que là où je vais, je serai heureux ou je serai heureuse? Oui, tout à fait. Est-ce que là où ma fille part, c'est un mariage qui portera sur la longévité? On se marie pour mettre long. On ne se marie pas, M. Eric Fopoussi, pour l'éphémère. Il y a des moments... Non, monsieur, il faut que ça. Mais, sauf que ça arrive, les Je cas, dis non. comme ce matin. Je dis non. Il y a des moments, j'arrive, il y a des moments, des personnes dans la famille dont le rôle est de se rassurer que c'est un bon mariage. Ils font ça comment? Elles sont toutes dans les écoles. Non, il y a le Gabi. Non, je vous dis que il y a des personnes dont le rôle dans la famille, c'est d'aller voir. Non, monsieur. Non, c'est pas rare. Non. Bon, je vous dis. Je vous dis non, monsieur. Non, je ne vous coupe pas. Non. Monsieur Fopoussi Negou, il y a des vies où la mort ne surprend pas. Bon, nous sommes d'accord. Ce que je dis, c'est que si la mort dans nos familles, si la mort vous surprend, c'est très rare, parce ça que veut même, dire parce que même nos grands-mères sont désormais dans les églises réveillées. Ah, d'accord. Bon, Voilà. si c'est sous cet angle, C'est ça que je veux bien. Ça, c'est les d'accord. occidentalisés. C'est ça que je dis. Parce que lorsque vous vous engagez, il y a des gens qui vont vous accoster en disant c'est beau ce que vous vivez, mais ce gars n'est pas bien. Il faut interroger la famille. Et il y a des personnes chargées pour interroger la famille. Est-ce que la famille où va ma fille est une bonne famille? Est-ce que la famille où va mon fils, ils ont un bon ventre? C'est des questions qu'on pose. Lorsque vous arrivez, vous arrivez votre famille le jour du toquet porte, on te dit cette famille a un mauvais ventre. Si vous vous engagez, ça vous risque et péril. Mais là, on veut savoir. Donc à ce niveau, ils n'ont pas mené l'enquête de moralité. Cette enquête pour se rassurer quel était l'état. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, le temps de lamentation, c'est 9 mois. C'est 9 mois qu'on lamente un homme. C'est 9 mois qu'on pleure son mari. Le 10e mois, on vous lève. Le 11e mois, on prépare. Et c'est là on discute avec la mariée. Le 12e mois, qui équivaut à 1 an, on fait les funérailles. Et à partir de là, on sait là où la fille va. Elle n'est qu'à 2 mois du décès. C'est ça. Quelques jours. Hein. C'est 2 mois. C'est 2 mois. 2 mois de son mariage où le gars est décédé. Alors, monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas de choses. C'est le père qui a tué son fils. Pour convoiter la fille, c'est le père qui a tué son fils. Parce que dès les premiers instants où il est entré dans cette maison, où la fille est entrée dans cette famille, le père a commencé à la convoiter. Or, le père qui convoite la femme de son fils tue la fille. Tue la fille. La fille qui est liée au fils. Attention, c'est traditionnel, ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est traditionnel. Donc, voilà comment il a convoité la fille. Il a convoité son enfant. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement tué. Raison pour laquelle, 2 mois après, il dit, ce pour qui tu vivais n'existe plus désormais, c'est à moi que tu reviens. Vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que ce gars n'a même pas mis 5 francs dans sa dot. C'est le père qui a doté. C'est le père qui a utilisé son argent. Et celui qui utilise son argent, c'est normal qu'il réclame l'objet qui est le sien. Donc dans cette histoire, on a un père assassin, on a une famille d'occidentalisés qui n'ont pas pris la peine de savoir là où ils allaient. D'ailleurs, c'est pourquoi
regretter cela, parce que désormais les gens sont portés par une tradition judéo-chrétienne qui parfois égare les uns et les autres. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui s'engagent dans les unions sans consulter, sans rien consulter. Je rappelle que quand on lit les plus grands de l'histoire, ils ont toujours eu à consulter avant d'engager n'importe quelle aventure. Même quand on est pris dans un travail, on doit s'interroger, est-ce que le travail que je vais faire là, ça va m'aider? Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Monsieur, est-ce que tel voyage que j'engage est un voyage qui sera utile pour moi? Est-ce que tel rendez-vous auquel je vais? Oui. Non, je vous dis, parce que les gens vivent c'est le principe. de manière... À l'Ouest, on utilise la cola. Oui. C'est le principe de la cola à deux côtés. Tout à fait. C'est la cola qu'on utilise, le principe de la cola à deux côtés. Chez les Blancs, lorsqu'il se lève, il commence à porter sa chaussette du pied gauche. Il est malade. Ça suppose que cette journée, c'est compliqué. Pareil pour le miroir chez les femmes blanches. Ne pensez pas. Attention. Il faut interroger sa journée lorsque vous vous levez. Comment sera ma journée? Et il y a des méthodes pour le faire. Même la femme, quand vous rencontrez une femme, il y a des méthodes pour savoir est-ce que je mettrai l'ombre, est-ce que je serai heureux dans cette relation. Voilà. Ah oui, ça existe. Voilà. Et surtout, Donc, ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus faites, malheureusement, par les gens. Et on a inventé un terme bateau, la superstition, pour décourager les uns et les autres. Mais je dis sincèrement, voilà, on dit souvent c'est Dieu qui nous garde. Ces gens-là doivent savoir que c'est Dieu qui les garde. On va terminer avec vous, continuer avec vous, Karine. Donc, si je vous entends bien, dans le monde des occidentalisés, lorsqu'on veut épouser quelqu'un, on ne s'interroge pas sur sa famille. Donc, vous pensez vraiment que même un papa chrétien peut envoyer sa fille... L'interroger n'est pas comme vraiment, ça. On ne peut pas. Non, ça veut dire qu'un papa chrétien ne peut pas savoir d'où vient la famille de l'homme qui veut épouser sa fille. Non, on veut dire qu'ils ne vont pas en profondeur. Interroger, c'est pas... Quand on dit, c'est l'art divinatoire. Quand on dit à un coup de faire... On parle de l'art divinatoire. C'est pour ça que je dis que les occidentalisés comprennent au premier degré. Non, mais c'est on parle de l'art divinatoire, oui. On parle d'une Gambi. D'une Gambi, on interroge. De la même manière que les médecins vous conseillent de faire un test pour savoir si vous ne serez pas ASSS et tout ça. Donc, on a affaire ici. Non, vous dites que les chrétiens font aussi ça? Mais ils le font. Le Gambi là? Oui, ils le font. Ils le font. Parfois, quand quelqu'un veut se marier, pas voir le pasteur, il arrive pour demander, pasteur, j'aimerais que tu pries sur nous pour savoir, pour que je sache si c'est bon. Non, est-ce que prier c'est... Non, ils le font. Mais est-ce que prier c'est le Gambi? Non, ceux qui nous regardent, chaque culture a sa manière. Chaque croyance a sa manière. Non, vraiment. C'est pourquoi, monsieur Foucault, vous voyez que certaines églises, ils se marient entre eux. Non, Karine Sotia. Non, il ne faut pas déconstruire les croyances des gens. L'art divinatoire, c'est autre chose que la prière. Hein? Il faut comprendre le terme. Mais les traditionalistes utilisent l'art divinatoire. Les chrétiens utilisent la prière et la Bible. Donc chacun a sa manière. Vous dites pas qu'il y a la prière aussi chez les... Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'interrogent pas, monsieur Foupoussi? Vous-même, vous voyez comment eux-mêmes font la délivrance. Donc, les pasteurs sont aussi des voyants, c'est ça? Mais oui, puisqu'un pasteur peut prophétiser. D'accord. Un pasteur prophétise. Non, c'est sur l'histoire. Revenons à l'histoire. Elle a donné son point de vue. Je ne suis pas dans le point de vue. Mais vous êtes en train de déconstruire. Non, je ne suis pas en train de déconstruire. Elle est en train de déconstruire et elle nous interdit de déconstruire l'autre. Donnez votre point de vue sur l'histoire. J'arrive. Je vais donner mon point de vue sur l'histoire. Moi, elle veut juste comprendre où elle veut nous amener. Elle nous dit que qu'il y a des voyants également aussi à l'église. Moi, je ne savais pas. Maintenant, vous ça, c'est la face perverse. Oui. Le visage pervers, dénaturé, dénudé et même anti-traditionnel de nos traditions. Comme quelqu'un pense qu'il est le plus âgé, il pense que tout ce qu'il va dire est autorité. Ce papa pense que parce qu'il est le père du garçon, tout ce qu'il va dire est d'autorité. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Il est pervers. Monsieur Bachou a soulevé qu'il est certainement celui qui a assassiné son fils. Et moi, je n'en doute même pas une minute. Laissez Monsieur Bachou. Je ne refuse pas. Non, ça fait partie de mon point de vue. Je suis d'accord avec lui. Et pour dire quoi? Pour dire quoi, Monsieur Foupoussi? Pour dire quoi? On a affaire à une femme qui est enceinte. On a oublié ça dans l'histoire. La question du père, de son beau-père devait être: comment ça va se passer avec l'enfant? Dans quelles conditions est-ce que tu vas accoucher? Est-ce que tu vas rester en famille avec nous le temps de mettre au monde ton enfant? Ou est-ce que tu vas rentrer chez vous? C'est ça qu'il faut parler maintenant. Pas
que, comme on t'a doté cher, c'était le sac de Macabo qu'il achetait. Pour que ce soit lui qui consomme le reste. Il est content de consommer les restes de son fils. Et il le dit. Non, mais là, tu es mon beau-père, je te donne une bonne gifle avant que tu ne termines. Il dit, je te donne une bonne gifle avant que tu ne termines. Parce que c'est n'importe quoi. Il ne faut pas accepter. Violente, non, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Que mon violente. beau-père se place devant moi et il me dise que comme on t'a doté cher, tu me reviens. C'est le sac de patates. Je suis un sac à main. Il faut qu'on arrête ça à un moment donné. C'est ce visage pervers là qui fait qu'on dénature la tradition et nous les jeunes on pense que ça n'a pas d'importance, que ça ne sert à rien, que c'est pas bien. Parce que la fille si elle ne connaît pas la tradition, elle va penser que c'est ça la tradition. Et pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc vous giflez. Non, moi je le gifle sur place. Il ne termine même pas sa phrase. Ton beau-père. Oui, il a arrêté d'être mon beau-père le jour où il m'a demandé ça. Il dit je suis désolé. Il dit même à mon. Quelle est c'est la même la chose. mesure sur laquelle vous vous appuyez pour dire qu'il a arrêté d'être? Il arrête de l'être. Ça c'est ma décision, monsieur Mathieu. C'est mon point de Vous vue. parlez Et en je jeu. l'assume. Vous parlez en Oui, jeu. et Alors je que ceux qui l'assume. sont venus vous doter ont parlé en nous. Non, vous parlez en jeu. Lui, il parle en jeu quand il dit que tu me reviens comme un sac à main, comme un sac de patates parce que je dois manger le reste. Là, il devient jeu. Il n'a pas dit que va voir la tante de mon fils ou va voir ma soeur là-bas, il faut qu'elle te garde le temps que tu accouches. Va voir. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit que non, tu es mon sac de patates, il faut que je consomme le reste. Et c'est du n'importe quoi, je te laisse pas terminer cette phrase. Il faut qu'on arrête à un moment donné de penser que les autres sont les idiots et que c'est nous qui devons consommer. Elle a une vie devant elle, elle n'a que 26 ans. Il doit se battre pour garder son petit-fils autour de lui, près de lui. C'est de ça qu'il est question. Il n'a eu qu'un seul enfant, monsieur Foupoussi. Et tous les parents, je dis tous les parents, quand tu réussis à savoir que mon petit-fils est de l'autre côté, monsieur Foupoussi, qu'il pleuve, qu'il neige, je le cherche, je le prends. Alors moi ce que je retiens c'est que vous giflez. Hein. Non, vraiment, je ne laisse pas terminer sa phrase. Ok, merci. Je ne laisse pas terminer sa phrase. Ok, avant que Charles Abel ne réponde, on va, ou bien de façon une petite précision, comme il semble bien vous le vouloir. Dominique Audrey, donnez-moi votre sanction ce matin. Oui, l'histoire d'aujourd'hui nécessite une interprétation plus culturelle qu'autre chose. Donc, Bombok et Charles Hamel se sont largement exprimés dessus. Mais à côté de ça... Interprétation culturelle, vous dites. Oui. Oui. Mais à côté de ça, moi, je veux savoir, est-ce que lorsqu'on dote une femme et qu'on a donné tout ce qu'on a demandé, ça vous donne le droit de vie et de mort sur elle? Ça veut simplement, ou bien... pour que votre beau-père ou bien votre belle famille n'ait pas parole sur vous, on ne vous dote pas complètement, on ne donne pas tout. Moi, je ne comprends Même pas. si vous donnez le double de ce qui est sur la liste, la dot ne finit pas. Vous êtes toujours Moi, dans une dynamique. Allez-y, oui. vraiment, à ce sujet, je pense que Nathalie doit partir de là. Oui. Puisqu'elle a signé un acte de mariage, la loi camerounaise la protège. Et en face, on a un homme qui estime que son fils n'a pas suffisamment consommé le mariage et elle doit rester là. dois juger Consommer ça. le mariage, c'est 3 quoi? ans de relation. Moi, je sais D'accord. pas. Charles Abel, oui, quelque chose. Monsieur Eric Foupoussi, Oui. il faudrait bien que les gens comprennent. Parce que j'ai l'impression que sur ce plateau, les gens ne savent même pas ce que c'est que la dot. Permettez-moi. Les gens ne savent pas ce que c'est que la dot. On renvoie une mauvaise idée de la dot. Non, pas sur ce plateau. La dot, Ouais. c'est 3 étapes. Non, c'est Ouais. 3 étapes. Oui. Il y a le tokepo, qui est un rituel particulier. Il y a la présentation ou la dot, qui est un deuxième. Et il y a l'accompagnement. Dans ces 3 phases, vous pouvez désister à tout moment. Au tokepo, à la dot proprement dite et à l'accompagnement, vous avez encore la latitude de désister parce qu'il y a ce qu'on appelle l'acte coutumier qu'on vous remet. À la différence du pasteur qui va prier, qui va entrer, je ne sais pas moi, dans ses trans pour aller trouver ces informations là où il sert. Ces révélations. Ces révélations là où il sert. Tant on sait qu'il est écrit dans la Bible qu'il a caché aux riches pour le donner aux pauvres. On voit des pasteurs. Or, chez nous, les Bantous, quand il faut aller, vous êtes 3. Il y a la tante maternelle, la petite sœur du marié ou de la mariée, et il y a l'oncle paternel qui accompagne, c'est les 3. Lorsque vous allez, et vous allez chez 3 personnes et à 3, vous ne pouvez pas revenir avec la mauvaise. La petite sœur, la tante maternelle, le père ou l'oncle ou le cousin du côté paternel. Ça fait 3 personnes qui vont voir le Gambi et qui va dire, ils vont entrer dans 3 maisons. Et ils vont simultanément, ils vont ensemble. Ils vont ensemble, ce n'est pas de manière Chacun, dispersée. voilà. À la différence de votre pasteur qui va prendre 1 an pour réfléchir
et choisir, suivant ses intérêts, là on va vous envoyer vos maris. Alors, moi je dis ça parce que tout à l'heure, quand vous en parliez, je me rappelais quelqu'un qui a dit une fois que lorsque les parents choisissent un conjoint à une personne, on crie tout de suite que c'est du mariage forcé. Lorsque c'est le pasteur qui a choisi, on dit c'est une révélation. Donc moi je me suis rappelé de ça, je me suis dit, mais justement, on est dans un monde où les gens ont tout décodé, on n'a plus du moins ce que nous étions, et ce moi qui j'ai faisait ce fait que un nous témoignage, sommes. je suis à plus de 30 ans et c'est ma maman qui avait choisi ma femme. Voilà, bon, Oui, mais à regarde. l'époque, les enfants n'avaient pas D'accord. le choix. Et je n'ai jamais Voilà. parlé de mariage forcé. De mariage forcé. Voilà, Une ma femme même précision, a monsieur. fait l'école Mon plus père que devait moi. se marier, Donc son elle papa, ne il parle m'a pas de marié. mariage Une forcé. précision. Oui, allez-y, monsieur Fopussi. Dominique. Ce que je veux dire, c'est que chez les chrétiens ont une façon de savoir si la personne en face est généralement On fait le ils procèdent jeûne, on par fait les le jeûne. neuvaines. Ce n'est pas le prêtre, même si le prêtre fait n'importe quelle prière sur vous, si ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Donc chez les chrétiens, c'est le chrétien lui-même qui se met dans une période je ne sais pas s'il doit dire sacrifice ou bien neuvaines de et tout. retenue et autres. Et généralement, Les ils attendent des révélations dans les rêves. C'est comme ça que ça se passe. Non, mais ça va dépendre. C'est encore. une forme déformée, je vous disais donc, lorsque ces missions judéo-chrétiennes sont arrivées chez nous, ils avaient une formule qu'ils appelaient le Sixa. Oui, bon. Et il s'est rendu compte là-bas qu'on enceinte nos femmes, nos fiancées, qu'on envoyait à la Sixa. Et ils ont donc imaginé cette autre entourloupe où on vous dit jeûner. Depuis que le jeûne, ils ont déjà chassé le diable. Donc voilà, donc Non. attendez, Bon, c'est chaud. vous m'avez ri parce que, en Donc, fait, je jeûne. c'est... Enfin, chacun croit qu'il est puissant. Moi, c'est ça qui est... C'est des autres là qui m'étonnent, hein, alors qu'il y a des personnes qui sont des initiés et qui ont un rythme de vie totalement accroché à cela. Vous allez jeûner comme vous dites, mais si vous regardez une série télévisée, par exemple, avant que vous ne dormiez, et que ce soit Freud qui réagit dans votre rêve. Elles jeûnent dans les églises de réveil là, elles ont 40, elles prient depuis 5 ans, elles n'ont pas de Vous savez mariage. que Freud, vous savez ce que dit Freud, donc, par rapport au du refoulé. Ok, on va lire quelques messages avec vous, Karine, rapidement. Oui, on va lire un message actuellement. Pour l'histoire du jour, le père là est un grand sorcier. La famille de Nathalie doit lui porter plainte. Claude Angous Yaouni qui nous écrit ce matin. Alors, c'est un... Voilà. Moi, je rejoins M. Charles Hamel qu'avant tout mariage, il est bon de questionner les patriarches pour savoir si ou lire votre mariage. Christian de Marois Salak qui nous écrit ce matin. Un autre message. Arrêtez avec vos gambila. Dieu a toujours parlé et parle encore. Et qui se confie à lui, il faut prier, se conformer à sa loi et savoir lui faire confiance. J'ai une petite anecdote, monsieur. Un autre message. Pour ma part, c'est une chose inadmissible. Il est écrit ou que le père lave le veuvage de son fils. Le père du défunt n'est pas mentalement stable. Elle doit trouver les moyens de s'en aller de ce cercle dans lequel elle est entrée. Théo depuis Bafoussam. Et un enfant. Juste, voilà, un autre dernier. message. Laver la veuve de son fils, abomination. Ce n'est pas africain. Cela prouve à suffisance que même du vivant de son fils, il pouvait bien le faire. Alice Dombouda, qui nous a écrit ce matin. Oui, Charles, vous voulez... Alors, monsieur Eric Fopoussi, je vais le dire parce que c'est une histoire vécue. Ça a été vécu à Oyomaban, à entrée église Oyomaban, juste à côté de la paroisse des Avériens à Oyomaban. Il y avait une église là-bas de réveil qui portait le nom de la Sainte Église du Christ. Je pense la Sainte Église du Christ, où une fille qui était dans cette église priait. Elle priait, elle demandait le mariage. Elle a rencontré quelqu'un qui devait l'épouser. Elle a discuté, elle est venue présenter au pasteur. Ils sont entrés dans les neuvaines, M. Eric Fopoussi. Neuvaine. Ses parents sont venus lui dire, le gars, si c'est le bon gars. Le pasteur à l'église a dit que c'est le mauvais gars. Finalement, on lui a présenté un gars de l'église, M. Eric Fopoussi. Ils se sont mariés étrangement. 2 jours après, le gars est mort. Je dis, il est décédé, non pas qu'on l'avait tué, mais... Le pasteur dit à l'église que c'était la volonté de Dieu. Dites-moi, quel est ce Dieu qui peut vouloir que des gens soient malheureux alors qu'on lui avait dit? Donc, il faut des interprétations de l'église. Quand on dit l'église, c'est monté, je vous assure que
Même les pasteurs, j'en connais. Des pasteurs qui se font initier pour essayer d'avoir la connaissance traditionnelle. Et ils sont de plus en plus nombreux, monsieur Eric Fopossi. Donc attention. Même des prêtres, attention. Oui, quand je dis pasteur, c'est les prêtres Parfois, qui c'est se eux qui font nous envoient. initier. Ils se font initier. Si je vous dis où j'ai coincé un prêtre dans un endroit terrible, je me suis dit, même le prêtre vient ici. Voilà. Voilà. Bon. Alors, merci à tout le monde. On va tout de suite prendre la colère de Charles Hamel. À tout de suite, madame, monsieur. Je m'interroge ce jour sur la question des centres agricoles numériques au Cameroun. On a fini de parler des centres agricoles, des centres de formation, que désormais on est au numérique. C'est bien. Peut-on dire avec exactitude qu'il existe dans ce pays une politique agricole? Quels sont les socles sur lesquels repose la politique nationale de formation agricole et rurale dans ce pays, si elle existe? Vraiment, dites-moi à quoi nous serviront ces fameux centres de formation agricole numérique lorsque la qualité d'offre en termes de connexion reste la plus insignifiante qu'il puisse exister. Comment comprendre que le principe de la formation agricole se trouve noyé dans des documents de stratégie qui changent souvent d'orientation avec une faible appropriation parce que souvent inconnue du plus grand nombre? Comment comprendre que la formation agricole ne soit pas considérée comme un outil de développement des activités productives au même titre que les autres formes d'investissement foncier dans le capital technique et financier? Comment comprendre ce contraste qui existe au Cameroun entre les ambitions politiques en matière d'agriculture et la réalité? Comment comprendre qu'on parle de formation agricole alors qu'on est encore régi par une agriculture de subsistance? Savez-vous que 90% des producteurs agricoles au Cameroun sont des petits exploitants? Comment comprendre que l'on parle de la formation dans le secteur agricole à l'heure où très peu d'encadreurs sont formés dans les connaissances et pratiques de l'agriculture dite numérique? Comment comprendre qu'on parle de la formation dans le secteur agricole à l'heure où très peu d'encadreurs sont formés dans les connaissances et pratiques de l'agriculture? Comment comprendre qu'on parle de formation alors qu'il n'existe pas une école d'encadreurs comme les écoles normales supérieures? Comment comprendre qu'on aborde la question de la création des centres de formation agricole au moment même où le Cameroun souffre de plusieurs problèmes, notamment l'insuffisance de ressources humaines expertes, l'indisponibilité des semences, la déconnexion entre la recherche et les entreprises agricoles, l'absence d'assurance. Savez-vous qu'il n'existe pas une assurance des champs? Le problème d'accès aux terres, le manque d'investissement et d'équipement de base. Comment comprendre qu'on parle de centres de formation alors qu'il n'existe pas de champs d'expérimentation, mieux lorsque les grands bassins de production sont fortement enclavés, soit que celles existantes n'ont pas de route, d'eau et d'énergie. D'ailleurs, quels seront les modules de formation de ces centres numériques lorsqu'on sait que les tracteurs même qui avaient été prévus ont pourri dans les champs? Comment comprendre qu'on procède à la création de centres de formation agricole alors que l'État n'a pas encore trouvé de solution dans l'amélioration des accès aux marchés locaux et nationaux pour les produits agricoles compétitifs, le désenclavement des zones de production, l'organisation des différentes filières, le développement et la transformation ou la valorisation locale des produits, l'amélioration des filières de commercialisation des produits agricoles, l'amélioration de l'accès et de la diffusion de l'information économique et sociale, l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire par une diminution de la dépendance du pays par rapport aux importations alimentaires, l'intensification de la production agricole vivrière et maraîchère par l'utilisation des technologies améliorées.
Tout cela, ça n'existe pas. Et on nous dit qu'on va former nos enfants désormais à l'agriculture numérique. Savez-vous que le dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle de ce pays est particulièrement fragmenté, déséquilibré et peu coordonné. Il dépend de plusieurs ministères de tutelle qui connaissent des remaniements fréquents. Savez-vous que les finalités accordées aux formations agricoles reposent plus sur des idéologies, sur des modèles de développement plus ou moins explicités que sur une prise en compte raisonnée de la demande des acteurs? Comment comprendre que la formation peut-elle réussir à se mouvoir lorsque l'enseignement technique et la formation professionnelle agricole se retrouvent isolés au sein de l'ensemble du dispositif éducatif? Que de paroles et de paroles sans aucun acte. Alors, ça pourrait faire sourire d'emblée les uns et les autres que de parler de secteur agricole et parler en même temps de numérique, dans le sens où il va falloir justement joindre les deux, mettre en relation les deux composantes et voir dans quelle mesure les deux peuvent aller ensemble dans un contexte où l'imagerie satellitaire est, on va dire, importante pour mesurer tous les impacts qu'il y a dans l'environnement, mais également les technologies météorologiques pour mieux accéder au temps et au climat dans ce contexte-là. Mais aussi et surtout, comme vous le savez, l'intelligence artificielle qui a pris désormais et qui prend désormais une part importante dans la vie de tous les jours, comment l'ordinateur et comment l'intelligence artificielle et les algorithmes peuvent nous aider à mieux améliorer nos productions, à mieux améliorer notre secteur agricole dans la mesure où on mesure tout est calculé à la minute et où on voit très bien des startups numériques qui se proposent de faire le lien entre ceux qui produisent et les marchés qui peuvent venir acheter et bien sûr jouer ce rôle-là de courroie de transmission dans le cadre de montrer aux gens ce qui est fait sur les smartphones et sur les tablettes et tout autre, comment tout cela fonctionne. Donc on voit très bien qu'il y a des pistes pour joindre les deux concepts, mais vous avez dit école de formation en agriculture numérique, on a bien envie de sourire. Mais quand on voit les enjeux d'aujourd'hui et de demain, on peut bien imaginer à quoi cela peut renvoyer et comment on peut gérer ça pour mieux tirer notre épingle du jeu. Boro Bengan, quelle est votre appréciation de tout ceci? Oui, vous pouvez me mettre dans votre fichier des gens qui sourient. Donc, vous, parce que apparemment, voilà. Oui, moi j'ai souri quand vous le dites. Agriculture numérique. Oui, moi, ça me fait sourire. Ça aussi. Voilà. Vraiment, ça me fait sourire. Non, oui. Ce que vous dites là, monsieur Fopossi, est tellement grave. Quand j'ai écouté la chronique de Jean Lamel, j'ai failli vous dire, je ne parlerai pas. Parce qu'en réalité, je me suis rappelé qu'en 88-89, on a engagé des réformes agraires dans ce pays. Et du livre, Jean-Marc Ella sort un livre en 1990, Quand l'État pénètre en brousse. En réalité, il ressortait là la faillite de la politique agraire dans notre pays. Et bon, sans publicité aucune. On est venu nous imposer le coton, là où les gens ont le mil et le sorgho comme produit de base. On a écarté pratiquement. Après, on leur dit, 25 ans plus tard, on leur dit, bon, vous pouvez cultiver à l'Agdo, il n'y a rien. Il y en a qui sont venus, on nous dit, votre riz là, ce n'est rien. Vous avez c'est encore vous que nous avez, nous et Karine, qui nous ont mis des images où il y a des inondations. Donc, il y a une mauvaise politique agraire dans ce pays. Et les vrais pays, et Charles Lamel a bien fait de le relever, ont fait beaucoup de ministères. Les vrais pays lient l'agriculture à l'élevage. En France, par exemple, c'est le ministère en charge de l'agriculture qui vous délivre des écoles de formation dans des médecines vétérinaires. Et le calendrier agricole est connu. On sait que fin février, début mars, il y a un salon d'agriculture. Alors que c'est seulement 3% des Français qui s'occupent de l'agriculture, la France mange à sa faim et exporte. Chez nous, on a créé l'école de Dibombari. Je ne sais pas si elle y est encore. On avait une autre en Balmayo.
Et les deux devaient être encadrés par le centre universitaire de Tchang qui lui formait les ingénieurs dans cette spécialité et le centre universitaire de Ngaoundéré qui était parce qu'on pensait qu'on allait mécaniser l'agriculture et procéder à la transformation agricole. Voilà ce qui était. Mais sauf que dans notre pays, et c'est Charles Lamel qui le dit toujours, on change ce qui ne marche pas bien par ce qui ne marche plus. Et on vient, on balaie tout ce qui reste. On fait comme si on était dans un désert. Mais le problème, moi je souris parce qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Je veux dire qu'à un moment donné, regardons bien. Est-ce que le secteur agricole en lui-même de base est déjà bien pour qu'on commence à nous arrimer au numérique de l'agriculture? Moi, je pose la question. Parce que après, vous demandez aux producteurs de savoir mesurer si sur leur smartphone et tout ça là. Mais attendez, n'oublions pas que on est parti abandonner les tracteurs là-bas dans la broussaille et Bolova. Oui. Mais sauf que ce simple niveau de mécanisation, on n'arrive pas à le faire. C'est dans la numérisation que nous allons nous en sortir. C'est là la grande question. Oui, et pour rester dans cet embrouillamini, on a tué la chambre d'agriculture et prendre le développement du manioc de deuxième génération confié à la chambre de commerce. La chambre de commerce va s'occuper de l'agriculture, cher ami. C'est quand même inhabitable. Nous avons des politiques dans ce pays, je ne sais pas comment on les conçoit. Vous avez une chambre d'agriculture qui s'occupe de ces problèmes-là. Vous tuez cette chambre et vous dites que c'est la chambre de commerce qui, en principe, doit plutôt commercialiser des produits agricoles, qui vient maintenant commencer à faire cette manioc de deuxième génération dans le sud. Et depuis, on ne sait même pas si ça marche ou si ça marche plus à une personne. Et pire encore, il y a une autre incongruité. Sinon, on ne comprend pas. Une autre incongruité s'est passée en 90. Oui. Le Cameroun et les Caraïbes avaient la banane la plus prisée au monde. Le Cameroun a préféré laisser sa banane entre les mains des expatriés pour dire que non, comme notre banane est très prisée là et on risque d'avoir beaucoup d'argent, on ne prend pas. On ne prend pas. La même chose avec le café. Le café est prisé. Et 2002, ça me rappelle encore, en mai 2000, Bill Clinton lui-même, il dit que non, on a trop massacré les Africains. J'ai bu le café qui vient du Cameroun là. Faisons la Goa. Il faudrait que, au moment où les Américains veulent prendre au moins par mois 20 conteneurs de café arabica et robusta, c'est là où on dit que non, on ne veut subventionner. Maintenant, on vous amène au numérique. Donc, voilà, on vous dit, on vous amène au numérique. On vous amène au numérique. Vous allez numériser. Bon, moi, je le sens. C'est quand même il y a un bonhomme qui voulait un peu d'argent. Vous êtes dans le tas de... Il a monté un projet. Vous n'avez même pas encore atteint le stade embryonnaire. Vous dites... Pour qu'on donne un peu d'argent et qu'il implémente ce type de projet qui n'apporte rien au Cameroun. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, soyons précis. Non, mais je veux dire, les gens créent des concepts d'agriculture numérique. Je veux dire que non, mais attention. Agriculture numérique. Ça apporte quoi aux gens? Je veux dire, pour l'instant, on n'est même pas encore au niveau de la subsistance. Les gens commencent à dire qu'il faut... Et c'est lui qui parlait ça. Lui, il achète le riz thaïlandais. Et les biscuits turcs. Mais... Pour ma grand-mère qui est au fin fond de Nitoukou là-bas, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien, je ne sais pas si elle finit de produire son plantain, comment elle va faire la photo peut-être pour mettre ça sur le site, si c'est comme ça que ça va fonctionner. Pour que le site sache combien d'eau, combien de quantité d'eau se planter. Moi, je ne sais pas en quoi est-ce que ça... Prenez tout ce qui est numérique, vous accouchez à ça, vous allez savoir. Donc on fait les photos, on voit le plantain. Prenez tout ce qui est numérique, tout ce qui est numérique. Avec les hashtags et tout. On met hashtag plantain, plantain non mûr, plantain vraiment, agritech. C'est en 2012 qu'on nous a annoncé les 1729 machines des Bolovala, nos différents, on appelle ça quoi, les bibelots, pour orner la brousse. Oui, on nous a annoncé ça depuis 2012. On nous a parlé de l'agriculture de seconde génération. Ce projet, juste... On n'y est pas encore, hein. Mais on est au numérique déjà. On est déjà en 3G. Mais ça veut dire qu'ici, sur ce plateau... On a la phase 2 du projet. On est à côté de la plaque, tout simplement. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment que quelqu'un voulait l'argent. C'est comme ça. Il a monté un projet bateau pour embrouiller nos ministres. Parce que, je ne sais pas comment les gars peuvent valider un tel projet. Ça doit être ça. Non, mais moi, je ne comprends pas. Dans un pays où on n'a pas encore l'agriculture normale, il n'y a pas de route.
pour aller dans les champs. Les gens parlent de smartphone, mesurer l'imagerie satellitaire, mesurer... La pluviométrie, faire statistiques, des prévisions en termes de récoltes. Mesurer la fertilité du sol, l'irrigation du sol. On marque une courte pause. Ce dossier n'est pas terminé. On va continuer à le creuser juste après la courte pause. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie du 10-12, le Zénith. Avant qu'on aille en la pause pour la première partie, la fin de la première partie, madame, monsieur, nous évoquions ce secteur agricole numérique. Nous estimions qu'il y avait des choses à redire par rapport à l'état de santé du secteur agricole au Cameroun et qu'aller tout de suite au numérique, cela relevait un tout petit peu de l'escroquerie intellectuelle compte tenu de ce qu'il y a actuellement à faire en termes de modélisation au-delà du numérique. Chalamel. Alors, dites-moi, monsieur Eric Fopoussi, quelle est la cartographie agricole du Cameroun? C'est-à-dire, nous sommes dans le littoral. Quelle est la cartographie détaillée de la région du littoral, de la région du sud, de la région du sud-ouest, du nord-ouest ou de l'ouest? Elle n'existe pas. Pour parler comment on va dire, de formation numérique, des centres agricoles numériques, je crois, monsieur Eric Fopoussi, que on a tout fait pour exclure l'agriculture du système éducatif camerounais. C'est une branche littéralement à part. Et apparemment, je vous coupe pas. L'année dernière, le lycée technique agricole de Yabassi aurait dû produire ses premiers bacheliers, mais on n'en a même pas fait. Voilà. Alors, on a besoin d'intégrer que cela ne soit pas isolé. Premier point. Pour pouvoir parler d'agriculture numérique, il faudrait qu'on ait commencé par le manuel et qu'on maîtrise l'agriculture, excusez-moi l'expression, manuelle. Pour maîtriser l'agriculture manuelle, monsieur Eric Fopoussi, il faudrait maîtriser la question des risques. Parce que lorsque vous passez à la version numérique, on va faire des statistiques par rapport aux risques agricoles. On a eu le cas des inondations. Est-ce que ça avait été planifié? Je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, que ce qui est en train de se passer dans l'extrême nord à l'heure actuelle, la famine est déjà aux portes depuis longtemps. Avec cette histoire d'inondation, il n'y a pas à manger de ce côté. L'eau a tout emporté. Il y a un monsieur qu'on a dit, il s'est suicidé, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'il ne mangeait plus, il s'est laissé aller à cause de l'inondation qui a porté tous ses bœufs. Plus de 500 bœufs, monsieur Eric Fopoussi. Alors, et dites-moi un peu... Vous dites un bonhomme comme ça qui doit numériser quoi? Numériser, monsieur Eric Fopoussi. Est-ce que vous savez, monsieur Eric Fopoussi, que le code des assurances introduit, on va dire en 2012, avec de nouvelles dispositions, n'a pas fait mention de l'assurance, c'est-à-dire des micro-assurances comme celle du champ. Vous ne pouvez pas assurer votre champ, monsieur Eric Fopoussi. Quel est l'assureur qui va vous suivre? Quel est l'assureur qui va vous suivre? Oh, en Europe, ça existe. Donc, on se retrouve dans une histoire où on veut enfumer. On prend des mesures cosmétiques, on va enfumer les gens. Création de l'école de formation numérique. On forme quoi sur le plan numérique, monsieur Eric Fopoussi? Lorsque l'accès même aux terres, ça n'existe pas. Nous n'avons pas de terre. Nous n'avons pas de lieu d'expérimentation. Ça veut dire qu'on va nous faire, on dit, ok, vous n'avez pas de champ, c'est pas grave. On vous propose une agriculture 3D. Ça veut dire, vous faites comme les casques là, les casques c'est VR, les casques VR. On dit, vous rêvez que vous êtes déjà un planteur. Voilà vos hectares de terre. Faites des simulations. Il faut des intrants pour tel nombre de mètres carrés. Mais vous pensez que vous sortez de là? Cette théorie-là va marcher en termes pratiques, monsieur Eric Fopoussi. Quand on sait qu'à l'étranger, pour lancer une plantation, on fait le prélèvement de la terre. On va étudier la qualité en termes, les qualités, les avantages et tout. Mais c'est pas ça. Ici, là, on cultive. L'espace est abandonné, oui. Pardon, maman, je peux faire le champ là, oui. On vient se débrouiller pour faire le champ. C'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. 90% des agriculteurs sont des petits exploitants. Et on nous parle de quelle agriculture numérique? Pour former qui? Non, mais moi, je vous ai dit que c'est une coquille absolument vide. Ça n'apporte rien aux Camerounais, mais rien du tout, puisque lorsqu'on parle d'agritech, les gens doivent comprendre à quel niveau le Cameroun est actuellement. Avant de commencer à faire ce type de simulation, il faut déjà savoir à quel niveau nous sommes. Et le niveau auquel nous sommes actuellement ne nous donne pas le luxe de faire ce que vous dites, de faire la centre de formation agricole numérique. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire. Il faut permettre aux gens d'avoir accès aux terres. Il faut d'ailleurs, tout récemment, le GICAM en parlait par rapport aux engrais, par rapport à comment mettre en place des usines de fabrication des engrais made in Cameroun. Au Cameroun,
On sait tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est du saupoudrage. C'est pour faire beau, c'est pour se maquiller, c'est pour se faire du make-up agricole. Ça n'apporte rien aux Camerounais et ils le savent. Comme j'ai dit, c'est un Camerounais qui a surtout pensé à un projet qu'il pouvait mettre sur pied pour avoir un peu d'argent. Il a peut-être eu ses milliards. Maintenant, on a beau en parler ici, c'est notre problème à nous. Puisque, quoi qu'il arrive, le Cameroun continuera à rester à son niveau où on importe tout. Même l'huile de palme, on commence à importer l'huile de palme du Gabon. Vous savez ça? Qu'on importe l'huile de palme du Gabon. Donc, sauf que pendant qu'on fait ce type de projet qui ne servent à rien, nous continuons à avoir un déficit sur le plan de nos échanges en termes agricoles, dont tel que l'huile de palme où nous sommes des champions. On a aidé les pays comme l'Indonésie, la Malaisie, qui sont aujourd'hui des champions mondiaux. Pourquoi nous ne sommes plus sur ce créneau-là? Pourquoi nous ne sommes plus là? La banane, même chose. Donc, il faut dire qu'il y a de vrais problèmes. Il faut qu'on arrête dans ce pays à un moment donné de faire semblant qu'on s'attaque aux vrais problèmes, qu'on permette aux jeunes d'avoir accès aux terres, qu'on permette aux personnes qui ont des choses à faire le financement qu'il faut, qu'on ne commence pas à nous parler de numérique, de smartphone, de cadres satellitaires, d'imagerie satellitaire et tout ce qui est avec, alors que les gens ont des problèmes de base qu'il faut résoudre. Monsieur Kapoussi, est-ce que pour irriguer les plantations dans l'extrême nord du Cameroun, on a eu besoin du numérique? Non. On creuse les routes, on creuse des sillons, l'eau arrive au champ. Est-ce que pour irriguer les terres en Égypte, pour quitter du Nil jusqu'en Égypte, on a eu besoin de numérique à cette époque-là? Je vous rappelle que ça fait très très longtemps. On n'a pas eu besoin du numérique. De nos jours, on parle de numérique comme si on en savait même trop. Vous voulez enseigner à qui le numérique? À une maman de 80 ans qui ne sait même pas manipuler un téléphone. Allô. C'est quoi? C'est 1.0. 1.0. On veut apprendre aux gens à qui? Qui a la terre au Cameroun? Qui a la possibilité de cultiver normalement au Cameroun? Quelles sont les politiques agricoles qu'on a adoptées au Cameroun? C'est pour ça qu'on veut vous former au numérique, pour vous éviter d'être... On ne forme pas quelque chose on ne peut pas vous demander... Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut former quelqu'un qui, depuis sa naissance, n'a pas encore vu la terre, à utiliser le numérique pour cultiver. La terre t'est salie. Alors que je me rappelle que lorsque j'étais à l'école primaire, notre directeur, c'était notre travail manuel. On allait dans son champ, le champ qui était autour de l'école, et on cultivait. Ça, c'était le travail manuel. C'était pas nettoyer l'école. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Et vous voyez que maintenant, il faut quand même que des gens qui ont eu le bac ou encore qui ont beaucoup de diplômes, qui ont beaucoup de relations, mettent sur pied des projets comme ça, ils sont financés à beaucoup de milliards. Ok. Alors, si il y a un projet qui vise à améliorer les connaissances des Camerounais en numérique, vaut mieux le faire pour tout le monde. Si c'est ça le projet, mais si c'est pour nous inventer des concepts creux, attention de dépenser l'argent de l'État pour rien, parce que nous savons quel est notre état actuellement de la culture camerounaise, et donc il faut résoudre ces problèmes. Est-ce qu'on a des modules? On a une école de formation des formateurs. Alors, il y a des cours d'informatique à l'école, non? J'ai dit, on a une école de formateurs. De formateurs. Agricole, oui, une école de formateurs agricoles. Ils vont certainement... Parce que les enseignants sortent d'où? Du lycée? Je ne sais pas. De l'école normale supérieure? Des informaticiens. D'où ils sortent. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais je note quand même que si les gens sont dans le numérique et qu'ils veulent aider les Camerounais, j'ai vu que les startups ont commencé à naître, des startups qui visent à... Mais cette fois-là, c'est pour créer un lien entre les producteurs et ceux qui vont acheter. Donc, c'est ça, les startups là qui font ça. Ils aident donc justement les producteurs à écouler, à vendre le produit de leur chante. Ça, par exemple, c'est plus utile aux gens que de venir inventer des termes qu'on ne comprend pas. Vous nous avez rappelé une invention, apparemment. Quel est le Cameroun qui avait inventé les drones ici? Oui, les drones, oui, monsieur. Voilà. En réalité, le gars, lui, pensait, comme disait Charles Hamel tout à l'heure, venir faire la photographie et la cartographie de nos régions. Première chose. Deuxième chose, que la végétation du Cameroun soit arrimée à un calendrier agricole. Et troisièmement, ce que Charles Hamel disait, que nous ayons des régions agricoles. Qu'on sache que si nous voulons telle qualité de banane, on va des tigres, et que tel sol de l'autre côté est favorable pour
tel Il y en a type tous les de indices pommes de pour ça. terre, pour tel type et qu'on développe. Mais apparemment, le gars, lui aussi, Bon, on donc s'en c'est un soutient, projet, mais c'est un malheureusement, projet colossal. Mais sauf que maintenant, est-ce que ceux qui créent ces centres de formation-là, ils ont en tête de faire ce que vous dites? C'est moins sûr. Ce qui est C'est pour vous d'ailleurs apprendre à important, c'est irriguer de le dire que beaucoup parlent actuellement d'intelligence artificielle. J'entends beaucoup le dire. D'ailleurs, j'ai lu un livre encore ce week-end où on parlait des... est-ce que les robots vont remplacer les journalistes? Mais je pense que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on soit bien clair. Le Cameroun n'est pas encore à ce niveau-là. Pas du C'est-à-dire tout. que faut pas qu'on se... Pas du tout. Faut Il pas faut qu'on d'abord se leurre. bien utiliser Le Cameroun n'est pas l'intelligence encore à ce... normale. Qui va fabriquer le robot n'est pas encore à ce niveau-là. Nous sommes juste au niveau où il faut qu'on mécanise d'abord nos champs. Absolument. Nous avions les tracteurs Absolument. là-bas, il fallait commencer à les utiliser. On ne peut pas quitter d'un point A à un point D sans passer par le point B ou le point C. Le Cameroun n'en est pas encore là. Il faut avancer petit à petit, maîtriser au moins ce qu'il y a maintenant, au lieu de sauter les étapes. On va s'arrêter là pour cette colère Chalamel. Je vous félicite, vous avez cherché très loin. Avec la colère de ce matin, j'imagine que beaucoup de personnes qui nous regardent ce matin n'avaient pas encore entendu parler d'agriculture numérique et qu'ils découvrent le terme agriculture numérique avec vous ce matin. Voilà. Dans ce pays, à l'agriculture numérique. Agriculture numérique. Mais surtout, c'est le montant Voilà. qui finance ça. C'est C'est surtout 20 ça milliards. qui est... 20 milliards, c'est pas pour la création dans toutes les régions du Cameroun, c'est rien. Voilà. 2 milliards par région. Entre l'Est et le Nord, ça se perd, ça se recrée à l'extrême Nord. C'est juste avoir une salle, c'est comme les télécentres. Juste une salle, quelques ordinateurs, D'accord. Une des plaque. frères qui ne font rien au village. Une plaque qui indique que t'es D'accord. Donc, le vrai terme serait de dire l'économie numérique adaptée au secteur agricole, c'est ce qu'il fallait dire aux gens. Mais comme il fallait faire le clinquant pour employer nos ministres, un gars a sorti un terme comme ça, sûrement il a eu les milliards, alors que il n'a rien inventé. C'est l'économie numérique adaptée au secteur agricole. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire, mais il fallait justement trouver un terme qui choque, un terme qui surprend, qui bluffe. Et ben oui, ça bluffait les gens. Et puis, on a financé près de 20 milliards. Bravo. On va malheureusement s'arrêter là pour cette colère Chalamel. Avec vous, Karine, lis quelques messages ce matin avant de basculer sur la revue des réseaux sociaux. La chronique de ce matin me touche particulièrement. Le chef de poste, je suis chef de poste agricole dans une localité du pays. Les Camerounais sont formés au plus haut niveau pour voler. Il y a plus de 50 projets et programmes au Minader dont leurs actions ne sont pas visibles sur le terrain. Par contre, on trouve toujours des manières pour arnaquer les producteurs. Voilà ce que je disais. Où est la banque d'agriculteurs? Le pays de mes ancêtres souffre. Voilà, par exemple, une promesse sur Le crédit agricole, on a bouffé l'argent. La mais banque c'est- agricole, oui. Oui, tout à fait. Que le gouvernement ne nous embrouille pas avec la numérisation. J'ai fait état. L'agriculture ne va pas aider. L'agriculture ne va pas aider le Cameroun. Ils ont les gros mots pour nous embrouiller. Un autre agriculture numérique, bien sûr. un autre message à présent. Un autre message à présent. Our problem in agriculture, just like other areas of governance, is that round pegs are put in square holes. Please, is the Minister of Agriculture from the School of Agriculture in Chang, so garbage in Cameroon. Le message, voilà, out, period, il dit fin. Un autre message ce matin un autre message qui nous parvient. C'est vrai que c'est pas évident avec ceux qui appellent en même Les gens sont terribles parce que, et d'ailleurs, où on est dans le centre de météorologie au Cameroun, qui Nous n'avons pas de station de météorologie au Cameroun. Rappelez-vous, non, mais vous faites c'est bien mort, de le vous dire. passez là-bas dans le monde Rappelez-vous, là-bas. Edgar Alain Mebengo, Les camions sont classifiés. alors qu'il était ministre des Transports, avait signé un important contrat avec les Japonais pour la réhabilitation et la reconstruction des 12 stations météo. La dernière station météo vivante, celle de Ndiombe, il semblerait même que c'est le tube là. Je ne sais pas comment on appelle, c'est déjà grippé. L'eau a rempli, ça déborde. Et on fait des projets comme ça. Oui. Vous regardez l'état du Carbab. Peut-être qu'il y aura... Regardez l'état du Carbab. On ne parvient pas à payer les employés au niveau du Carbab. Lorsque vous passez à Ndiombe Penja, regardez l'état. C'est lamentablement abandonné.
Vous vous demandez, est-ce qu'il y a des gens véritablement qui travaillent à l'agriculture dans ce pays? Je vais vous lire un message, hein, vous allez bien. Oui, allez-y, Karine. L'agriculture numérique, c'est très bien. J'espère aussi qu'ils ont prévu les engrais et les terres numériques pour nous permettre de cultiver la République du mauvais cœur. Oui, engrais numérique. Engrais numérique. Non, mais je veux dire, est-ce que vous comprenez le niveau de ces gens qui nous dirigent? Leur niveau. C'est quand même terrible. Un gars s'est assis quelque part et a dit, bon, qu'est-ce que je peux inventer pour avoir un peu d'argent? Il sait que l'économie numérique existe, il sait qu'il peut faire telle chose, mais il sent que ça ne va pas porter ses fruits comme il veut. Il crée un terme bateau, agriculture numérique. Oui. On nous a dit rentrer à la terre et maintenant Oui. on a la numérique, c'est le numérique. Mhm. Si on combine les deux, ça peut donner quelque chose. Surtout qu'en ce moment, ça va pas très fort dans mes poches. Donc, il va et il pond un truc et on valide. Et nous-mêmes les agriculteurs, je ne sais même pas s'ils sont au courant de cette histoire-là. Mais on sait que non, on leur a donné, on leur a ouvert des centres. J'aimerais même savoir quelles sont les modalités pour entrer dans ce centre-là. Est-ce qu'on paye avant d'être formé? c'est pas un concours, hein. J'aimerais savoir, mais en tout cas, on a un téléspectateur qui gère ça. Il peut nous D'accord. dire comment ça se passe. Très bien. Voilà. Tu veux découvrir comment cultiver le riz, L'intelligence. Le riz, comment tu le dis? programme riz, L'intelligence le programme artificielle. maïs, programme patate et tout ça. Programme patate numérique. Ouais, ouais. L'intelligence artificielle. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour ces différents messages. On va tout de suite basculer dans la revue des réseaux sociaux, madame, monsieur. Oui, depuis hier sur la toile, depuis hier en matinée sur la toile, les internautes ont été pris au fait du décès du maire de Boya, Ekema Patrick, âgé de 49 ans. Il est décédé hier et selon des sources, il s'agit d'un arrêt cardiaque, même si beaucoup de personnes essayent de refuter cette source-là. On se rappelle de lui comme l'homme qui s'est farouchement opposé à cette crise anglophone, c'est-à-dire aux séparatistes dans sa localité. À chaque fois qu'il y avait des villes mortes ou encore des ghost towns et qu'on fermait les boutiques, il venait les réouvrir ou alors il scellait tout simplement. Donc on parlait de lui comme le casseur des villes mortes imposées par les sécessionnistes. Alors, Boro Bengan, c'est quand même terrible parce que cette émission 10-12, le Zénith a été l'émission qui a sûrement le plus prononcé ce nom, Patrick Ekema, parce que chaque fois, nous relions ici avec bonne foi ce qui se passait à Boya. Nous n'avions pas un avis tranché sur l'action qu'il menait. Nous faisions juste le travail qui est fait, de dire qu'ici, il y a eu un respect de la loi, ici, il y a eu une violation de la loi, ici, il y a eu un abus, ici, il n'y a pas eu d'abus, ici, il y a eu tel chose. Donc voilà comment nous faisions lorsque nous arrivait de relayer ce qui se passait autour de Patrick Ekema, le maire de Boya. Ce qui est également intéressant de signaler, c'est que c'est un homme qui avait beaucoup d'ennemis, vous savez. D'abord, les sécessionnistes avaient mis sa tête à prix. Beaucoup estimaient qu'il était un peu celui qui était contre leur lutte. On va également dire que, mais malgré ça, il y a un malaise depuis hier, et ce malaise est perceptible. Vous savez, nous sommes tous des humains, nous sommes des humanistes. Nous pensons qu'on peut avoir un pire ennemi, on peut avoir un ennemi très fort, mais lorsqu'il meurt, on ne peut pas dire n'importe quoi sur sa dépouille. C'est un peu comme le calife du califat d'État islamique qui a été tué hier. Les Américains l'ont annoncé hier. Donc Baghdadi, qui est mort, on ne peut pas dire ce qu'on veut, même si on sait que l'État islamique a exécuté les enfants, a violé les femmes, tout ça, mais quand même, ça reste une personne, un être humain, dont on n'a pas à jubiler de manière aussi ostentatoire, comme on l'a vu hier, cette mort-là, parce que lorsqu'on voit ce qui s'est fait à Boya, ce qui s'est fait ici à Bonabéry, on se pose beaucoup de questions sur notre humanité. Nous, les Camerounais, est-ce que les conflits ne nous ont pas enlevé notre humanité? Oui, effectivement, c'est ça. Les conflits nous ont enlevé notre humanité. Il a doublé à cela le fait que nous sommes dans l'impasse. Donc, dans l'impasse, précisément, nous, la tradition africaine recommande qu'on reste calme, on laisse parler les femmes, parce qu'à ce moment, elles ont un sixième sens très développé, le maternel, et c'est précisément parce que quand c'est grave, c'est la femme qui parle, et c'est précisément pour rappeler aux gens leur humanité. C'est la femme qui porte la grossesse, et c'est cela. Donc, même le pire des ennemis, quand il décède, on marque un temps d'arrêt.
Parce qu'à la mort, on respecte tout. Mais ce n'est pas pour dire qu'on est en train de cautionner l'absurde ou voilà, de cautionner ce qu'il faisait. Par exemple, pour notre compatriote qui vient de partir, le désormais l'ex-maire de Beya, on était d'accord avec lui sur le fait qu'on ne veut pas de séparation pour le Cameroun. Maintenant, là où lui et nous, on n'était pas d'accord, c'est la manière avec laquelle il faut procéder. Nous, on disait, et on continue à le penser, qu'il faut causer. Il faut causer, même avec nos frères qui ont pris les armes. On cause, on leur demande de laisser les armes. Lui, il pensait qu'il fallait porter des armes pour aller les combattre. On disait, ce n'est pas non. Et ça l'a amené justement à piétiner la loi. À un moment donné, la loi ne recommande pas à un maire d'aller fermer ou d'ouvrir les boutiques, comme c'était le cas. Même lorsque, en cas de non-paiement de l'impôt libératoire, il y a une procédure. Et là, c'est qu'on reste dans la loi. On veut dire, voilà, vous n'avez pas l'impôt libératoire, c'est 4 trimestres, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, rappel et tout. Donc lui n'a... Ou bien d'interdire une manifestation. Interdire une manifestation. Voilà, et voilà ça. Comment les leaders religieux veulent organiser une rencontre où vont discuter avec certains compatriotes qui sûrement sont fâchés de la manière avec laquelle la République est gérée. Au lieu que l'autorité administrative intervienne, le procureur de la République, c'est lui le maire qui vient dire jamais cette manifestation. Christian Toumi et les leaders religieux ne viendront pas dans ma ville. Bon, mais écoutez, bon, c'est bien quand une même prérogative du préfet. C'est pas une prérogative donc, du maire. Voilà un peu une manifestation. Mais maintenant, pour malheureusement, le cas de sa maladie, non. Karine Sonti a dit, oui, polémique peut-être chez nous, peut-être ça va enfler encore, mais il disait de manière officielle, ce qui est apparu, c'est qu'il souffrait d'hypertension artérielle depuis plusieurs années. Et quand on souffre d'hypertension artérielle, on peut tomber à tout moment. On peut tomber à tout moment. Et j'ai même rencontré certains de ses amis qui disaient qu'il avait attiré son attention sur le poids. Apparemment, il devenait un peu plus obèse. On lui demandait de prêter attention à cela. Bon, vous savez, dans ce genre de maladie, peut-être vous pouvez ne pas vous rendre compte. Vous passez 1-2 jours sans prendre votre comprimé. Vous ne savez pas quand ça dégénère, ça risque d'être fatal. Et malheureusement, ça a été fatal pour lui, pour sa famille. Mais l'autre côté, comment les gens peuvent pleurer, même s'il avait assassiné vos gens, je ne soupçonne pas, vous pouvez applaudir, chabrer le champagne parce que quelqu'un est décédé. Là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Scène de dièse à Boya, scène de dièse à Boya, scène de dièse à Boya. C'est quand même terrible. Des tournées de bière, des gens qui ont... c'est quand même... C'est grave parce qu'on ne mesure pas l'impact d'un tel acte actuellement, mais on se rend compte évidemment que il y avait beaucoup de choses, les gens avaient beaucoup de rancœur malheureusement, et ces rancœurs-là ont dépassé leur humanité. C'est ce qu'on va dire finalement. Chalamel. Monsieur Eric Fokoussi, ne faites pas comme cette dame qui a manqué d'être lapidée. Lorsqu'on lui a annoncé que son mari est décédé par accident, elle a dit enfin. Elle a dit enfin. Les gens se sont jetés sur elle. Et après, lorsqu'ils ont écouté ce qu'elle vivait, ils ont fini par la comprendre. Il y a nous qui sommes de l'autre côté de la vide. Il y a ceux qui sont dans le magasin. C'est ceux qui sont dans le magasin qui connaissent comment ça se passe. On ne peut pas être fier d'une mort. Mais il y a des gens, monsieur Rifopoussi, on dit généralement, c'est de la manière avec laquelle vous cajolez votre femme qu'elle vous honore à votre mort. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui résulte quand même de ceci. Nous étions les premiers à nous lever contre le maire Patrick Ekema. Lorsqu'il scellait les boutiques. Lorsqu'il est allé jusqu'à sceller même des microfinances, empêchant aux gens de pouvoir percevoir leur argent parce qu'ils avaient juste fermé, ayant peur. Un Gostan. Oui. Mais lui, en descendant, il descendait avec la sécurité, les gendarmes, la police. Il est bien encadré pour venir sceller. Des gens qui, lorsqu'il est parti, sont seuls et se trouvent face aux différentes personnes. Nous avons eu des cas, monsieur Eric Fopoussi, où nous avons eu des professeurs d'université qui ont subi des agressions, dont les enfants ont été molestés, monsieur Eric Fopoussi, qui sont allés se plaindre chez ce maire qui n'a rien fait.
Il y a le maire de Koumba, il y a le maire de Manfé, il y a le maire de Limbe. Ils sont nombreux. Mais comment ceux-là n'ont pas aussi pu se lever et agir comme lui? Et c'est là où j'accuse des mentors. Quelle était la personne qui était derrière le maire, Patrick Ekema, qui le poussait à supplanter le sous-préfet, qui le poussait à supplanter le préfet, qui le poussait à supplanter le gouverneur de la région, à prendre des décisions qui surprenaient pratiquement tout le monde. Et il faut dire que, je ne sais pas si je dois reprendre ça ici, il avait également des rapports très compliqués avec Peter Mafani Moussangué et Dorothée Ndjema. D'ailleurs, il leur a souvent tenu des propos que beaucoup ont qualifiés de pas respectueux du tout par rapport au fait que ce soit des aînés. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais est-ce que ça explique ce qui s'est passé hier, les scènes de liesse? Vous voulez dire que quand on vous raconte comment les gens sont sortis hier avec des boissons à la main, boire et tout ça, vous vous dites, mais est-ce que les gens ont encore un sentiment de lucidité, Dominique Audrey? Monsieur Eric Fopoussi, Charles Hamel l'a longuement expliqué. C'est un peu comme quelqu'un qui vous a fait du mal pendant un moment, il vous a battu. Et le jour qu'on vous dit que cette personne part et ne reviendra plus, vous serez content. Moi, je ne peux pas mal voir ça parce que je n'essaie pas d'entrevoir ce que ces personnes ont vécu, mais elles sont les seules à savoir ce qu'elles ont vécu. Ce n'est pas un manque d'humanité de ne pas être touché par la mort de quelqu'un. Je l'ai été ici, il y a une personnalité étrangère qui est décédée, moi ça ne m'a pas ému tant que ça, et c'est la même chose. Pour ces personnes, certainement, ça augure de bonnes choses pour la suite. Mais on va dire que sa ville, quand même, n'était pas trop au fait ou au cœur des crimes et autres qu'on a vécu à Bamenda tout au long de cette crise anglophone. Bon, parce que lorsqu'on entend parler des têtes coupées et autres, les corps dans les villes et tout, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça à Boya. Et pourtant, à Bamenda, c'est tous les jours. On pense quand même que quelque part, le fait qu'il s'insurgeait contre les ghost towns était une très bonne initiative. Peut-être qu'il ne devait pas venir de lui, mais qui était une bonne initiative. C'est un coup dur pour le RDPC. C'est un coup dur véritablement pour ceux de la localité. C'est un coup dur véritablement, on le comprend. Mais disons-le quand même, M. Eric Fopoussi, qu'il a réussi quand même, ça, on doit lui reconnaître, il a réussi ce mérite. On sait qu'il a libéré les chefs. Il a dit, je vais vous ramener les chefs. Et il a ramené les chefs. Il a réussi, lui aussi, quand même, à ce plan, à essayer, à un temps soit peu. Non, mais il aurait quand même pu se réconcilier avec tous ses ennemis. Bella Bouki, par exemple, qu'il a mis là, à la mairie de Boya, par exemple, ils ne se parlaient plus du tout. Ça veut dire qu'ils auraient dû quand même... C'est pour ça que je parle de son mentor. Ses mentors, il y avait quelqu'un derrière lui qui le poussait à cela. Monsieur Dufour, parce qu'il se voyait comme un dieu à un moment donné. Il se voyait comme un dieu, monsieur Dufour. Il était au-dessus de tout. C'est lui qui réglementait les entrées et les sorties dans la ville. C'est lui qui gérait un certain nombre de choses. Et à des moments où on est venu à se demander, mais est-ce que quelque part, il n'y avait pas une sorte de relation, il n'y avait pas une liaison entre lui et ces personnes qui étaient dans la bourse? On se posait des questions. Comment il dit, je vous ramène les chefs demain. Je vous donne jusqu'à demain. S'ils ne sont pas sortis, vous verrez. Et le lendemain, on voit les chefs qui sont libérés. Donc, on vous voyait un peu autant de choses. Je crois qu'il a fait ce qu'il devait faire, M. Fopoussi. C'était sa partition. Il a fait sa partition. Ceux même qui sont en train de boire, on ne se réjouit pas de la mort. Ceux qui sont en train de boire, c'est aussi la partition qu'ils sont en train de jouer dans cette histoire. Alors, je dois également dire que le maire Ekema, d'ailleurs, c'est une confidence que nous faisait encore ce matin sur Radio Equinox, barrister John Kameni, qui est conseiller municipal à la commune de Boya, qui nous fait savoir que les gens qui jubilent, ils peuvent comprendre, mais il faut qu'ils sachent que il y a des personnes qui, par le passé, justement, un ouvrier qui est mort. Quand il est mort, on a jubilé, mais 2 ans après, on s'est rendu compte que c'est lui qui était dans le vrai. Et voilà, on peut imaginer que dans les semaines à venir, alors que le maire faisait tout pour que les ghost towns du lundi, par exemple, soient respectés, ne sont pas respectés, pardon, que désormais les gens vont peut-être un tout petit peu se laisser aller. Les étudiants commencent déjà à pleurer son décès. Se laisser un petit peu aller le lundi à ces ghost towns-là, et les conséquences pourraient être graves. C'est ce que disait donc John Kameni ce matin, il est conseiller municipal là-bas. On verra si, évidemment, dans les semaines à venir, les gens qui, aujourd'hui, hier encore, buvaient des bières, festoyaient pour cette mort-là, ne vont pas regretter
l'action qu'il a menée. Il faut quand même dire qu'en termes de réalisation, depuis 2013 que le maire Ekema est à Buea, c'est quand même la gare routière de Mile 17 qu'il a construit. Il faut également dire qu'il a réussi également à remettre de l'ordre à Buea. Il a lutté contre le désordre urbain, c'est aussi à son actif. Il a fait de bonnes choses. Il faut aussi le reconnaître. Aujourd'hui, on va faire, on va dire, hommage au maire Ekema. Il faut également se rappeler que tout récemment, ici à Douala, il a failli créer aussi un incident, des coups de feu dans un hôtel à Bonanjo. Voilà. Parce que sa garde rapprochée portait des armes et les militaires ne comprenaient pas pourquoi sa garde rapprochée portait des armes. Voilà, et donc on a dû faire une intervention depuis Yaoundé pour qu'on dise aux militaires ici qu'effectivement il a le droit, lui, de marcher avec une garde rapprochée. Oui, donc c'était un homme, on va dire quoi. Il est au-dessus des autres. Bon. Moi, je pense plutôt, en plus du fait qu'il était maire, donc représentant des institutions, le plan administrateur, il pourrait aussi bénéficier de quelques entrées avec le secrétariat national à la défense, donc le secrétariat permanent à la défense, donc c'est pas interdit. Et les civils ont même les matricules à la DGRE. Il y en a même qui ont les autorisations de port d'armes dont on ne sait pas. Donc, surtout en cas de crise, comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que lui étant élu maire, il fallait sûrement, non, ça arrive partout, on lui donne ça. Mais c'est peut-être l'utilisation de cela qui, comme disait Charles Hamel, n'était pas appréciable. Mais c'est tout à fait normal qu'il soit encadré que l'État lui confie des missions qui nécessitent qu'un citoyen ait une garde qui soit armée. Voilà, des gardes du corps armés. Alors, on va avec vous, Karine, terminer cette revue des réseaux sociaux. On parle du Doing Business. Le Cameroun perd une place dans le classement de la Banque mondiale des économies rendu public depuis le 24 octobre dernier. Pour 2020, le Cameroun obtient la 167e place sur 190 pays à travers le monde contre la 166e en 2019. Le pays obtient cette année une note de 46,1 sur 100 points mis en jeu, soit 0,1 point par rapport à 2019. Des notes réparties dans les critères tels que la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité, l'obtention de prêts, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats. Le Cameroun n'a connu d'amélioration que dans un seul indicateur sur 10, l'accès aux informations sur le crédit. Donc, le Cameroun prend la tête de l'Afrique centrale devant le Gabon, 169e, la Guinée équatoriale, 170e. La première place pour les pays africains reviennent à l'île Maurice qui gagne 7 places et quitte de la 20e à la 13e place, puis Rwanda qui perd 9 places, quitte de la 29e à la 38e place. Vous dites que le Cameroun est le premier des derniers. Parce que quand vous dites que le Cameroun prend la place en Afrique centrale, on pense que l'Afrique centrale est trop bien placée. Donc, il faut dire, d'abord, pour parler très simple, c'est quoi le classement Doing Business? Pour que les Camerounais comprennent. Chaque année, la Banque mondiale mesure dans les pays, ils sont 190 dans le monde, où il est facile de faire le business, où il est facile de créer une entreprise, où il est facile de s'en sortir. Donc voilà, c'est le climat des affaires. Le climat des affaires, l'état du climat des affaires. Est-ce qu'au Cameroun, il est facile de créer une entreprise et de faire son business? C'est ça qu'on mesure. Et le Cameroun, malheureusement, depuis 2018, ne fait que dégringoler. On a presque perdu en 2 ans 5 places. C'est énorme. Et lorsqu'on voit nos dirigeants se faire plaisir et nous dire que le Cameroun est une terre d'investissement. Souvenez-vous de ce forum organisé par le président Paul Biya à Yaoundé, terre d'investissement. On nous faisait savoir que le Cameroun a tous les indicateurs pour accueillir les investisseurs. Malheureusement, on ne voit toujours pas parce que pour investir dans ce Cameroun, dans ce pays, quoi que disent les chiffres, quoi que dise tout le monde, c'est vraiment un calvaire et un chemin de croix. Donc, bon, Bengan, quel commentaire vous en faites? Justement, la note positive dit tout. On dit les Camerounais sont passés maîtres dans l'art de la recherche de l'information sur le financement. Ils n'ont pas dit qu'ils obtiennent le financement. L'accès à l'information sur le crédit. Voilà. Donc, les Camerounais veulent avoir le crédit. Ils sont nombreux, comment on fait pour envoyer les enfants à l'école.
est-ce que crédit scolaire, est-ce que, c'est tout. Et là où on essaie, ça veut dire quoi? Que le classement là nous dit, les Camerounais, c'est un peuple de travailleurs, on leur interdit d'investir pour développer leur pays. C'est ce que ça veut dire en termes simples, en français facile. Et voilà un peuple qui est doué, qui veut construire son pays, mais on leur dit qu'il n'y a rien à faire. C'est ce que la Banque mondiale nous dit dans ce rapport. Donc, c'est triste. C'est triste. Bon, maintenant, j'ai entendu le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères dire avec le mouvement patronal du Cameroun qu'il y aurait un plan d'investissement pour le Cameroun, mais davantage dans le nord-ouest et le sud-ouest. Espérons que cette fois-ci, on ira au-delà de la recherche de l'information sur le financement. Il y aura bien le financement. Non, mais je veux dire, on ne comprend pas vraiment à quel niveau nous sommes dans ce pays, parce que on doit quand même expliquer aux gens que le Cameroun, malheureusement, a beaucoup de problèmes. Si on prend les PME, j'ai tout récemment lu une note de conjoncture de l'INS, l'Institut national de la statistique, qui expliquait que le Cameroun a réussi à faire 87% des réformes demandées par la Banque mondiale Doing Business. Et quand on lit les secteurs dans lesquels ce classement-là, cette note de conjoncture nous amène, par exemple l'accès au foncier, la gestion et la création des entreprises, ils font allusion à ce délai qui a été raccourci. Vous savez qu'à un moment donné, on a dit 72 heures pour créer une entreprise. C'est passé à 48 heures, désormais à 24 heures pour créer une entreprise. Beaucoup disent même qu'on peut faire une entreprise moins que ça par rapport à avant, et ils estiment que c'est une avancée. Mais sauf que j'ai expliqué aux gens, à quoi sert de créer une entreprise qui 2 ans après va mourir? C'est le problème. Oui, vous avez bien fait. Moi, je veux prendre 2 cas simples. 1990, le gouvernement crée ce qu'on appelle l'Office national de la zone franche industrielle. Il est question qu'à partir de Bonabéry jusqu'à Limbé et Beya, ce seraient des entreprises, on va construire des entreprises vouées exclusivement à l'exportation. Cet office a été confié à un certain Michael Tomdio. Bon, quel bilan on en fait? Je n'en sais rien. Deuxième hypothèse, le pipeline Tchad-Cameroun doit passer par le Cameroun. On dit que les PME camerounaises ne sont pas à jour. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel nous aide à mettre à jour la PME. On crée donc une bourse de sous-traitance et de partenariats au Cameroun. La Banque mondiale et l'ONUDI qui nous ont aidés à mener ça, et demandent au Cameroun d'exiger, de voter une loi qui recommande ou alors qui instruit aux multinationales d'utiliser au moins 30% de la sous-traitance camerounaise. Jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Donc, quand vous avez donc un climat d'affaires comme ça, vous-même qui avez dit qu'il y a des choses que vous voulez exporter, vous ne faites rien. On vous dit, bon voilà, et nous on a fait on fait des grands projets chez vous, et il y en a d'autres qui viendront. Apparemment, vous avez engagé le septennat des grandes réalisations et tout. Il n'y a pas de PME camerounaise qui soit d'ailleurs éligible dans vos propres projets. Rappelons donc, que... même ici, même le stade de Japouma, même les manœuvres, on les importe de la Turquie. Donc, rappelons que, et là c'est l'autre, vous savez que le Cameroun Business Forum, qui était chargé d'ailleurs de faire en sorte d'implémenter les résolutions du Doing Business chaque année depuis 2009, et en 2018, ce CBF-là, le Cameroun Business Forum, s'est justement porté sur le financement des PME. Et au sortir de ce CBF-là, il avait été dit que les PME réclament 700 milliards de francs CFA environ à l'état du Cameroun. Le Cameroun a une dette vis-à-vis des PME de ce montant-là. On a estimé que c'était trop, qu'avoir une telle dette vis-à-vis des PME asphyxiait ces PME-là qui ne pouvaient pas fonctionner normalement parce qu'elles avaient des charges en interne. Le ministre Motazé, souvenez-vous, avait dit qu'il va éponger au fur et à mesure, et un premier 31 milliards de francs CFA avait été décaissé pour gérer. Mais on avait dit, mais vraiment 31 milliards sur 750 milliards, ça vaut quoi?
Ensuite, on a dit non, il faut auditer pour voir clairement quel est le réel montant que l'État doit à ces PME-là. Donc, dans ce cafouillage-là, on voit très bien que le climat des affaires au Cameroun est très risqué. Oui, si on ajoute à ça la corruption et la mauvaise gouvernance, on va se retrouver à des niveaux où vous avez une entreprise, vous avez un fonctionnaire qui doit faire la signature, mais il vous demande sa part sur ça. Dans un contexte comme le nôtre, comment on peut clairement investir et créer des entreprises dans un pays comme le nôtre? Vous avez les litiges fonciers qui ne cessent de se multiplier, avec le titre foncier qui au Cameroun est plus sûr, comme on peut l'imaginer. Autant de faux titres fonciers. Quel opérateur peut se décider qu'il va prendre un terrain pour installer son usine et que demain on lui dise que non, le titre foncier que tu as là est un faux titre foncier parce qu'on t'a vendu un terrain qui appartient à une personne. Toutes ces choses-là créent, enlourdissent la machine. Il faut que si on veut avancer dans ce pays, qu'on fasse des vraies réformes, qu'on fasse des réformes, on sait quelles sont les réformes à faire pour avancer, qu'on ne fasse pas de saupoudrage comme on est en train de faire actuellement, malheureusement. Donc, on va s'arrêter là pour cette note du Doing Business, en espérant que l'an prochain, le Cameroun avance et qu'on ne se plaise pas, comme on le voit, à dire que toutes les réformes ont été faites alors que rien n'a encore été fait. Voilà, le Cameroun ne pourra avancer que s'il prend l'exemple du Togo qui a envoyé une délégation au Rwanda pour voir comment là-bas au Rwanda ils ont fait pour avancer considérablement. Mais si on reste avec les mêmes mentalités, rassurez-vous, on va regresser peut-être de 10 places cette fois-ci. Et on sera derrière le Gabon. Voilà, malheureusement, tout le monde est d'accord pour dire qu'investir au Cameroun. Et j'ai oublié un autre élément, et ça c'est vrai. Si vous mettez encore à ça vos opinions politiques, parce que beaucoup de gens expliquent qu'ils ont eu des ennuis parce qu'on les affichait comme étant des opposants. Et donc, si on fiche comme étant des opposants, forcément, on vous met les bâtons dans les roues. Donc, quand on voit tout ça, toutes ces pesanteurs-là, on dit que notre place, là, vraiment, c'est mérité d'être parmi les derniers. On va s'arrêter là et basculer au plateau B où on nous signale quelqu'un qui est en place. Lui, il semble nous dire qu'investir au Cameroun, ça fait le bonheur des Camerounais, puisque les Camerounais, comme vous le savez, sont résilients. C'est un terme de l'État. Nous sommes résilients malgré toutes ces pesanteurs et tous ces problèmes-là. Les Camerounais réussissent quand même toujours à investir, à s'en sortir. Donc, Constilamine, bonjour à vous. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui sont repartis dans tout le Cameroun et bien sûr dans tout le monde entier parce qu'il faut rappeler de plus en plus, nous sommes sollicités du côté bien sûr de la France, du côté des États-Unis d'Amérique, du côté de l'Afrique, bref, tout le monde entier sollicite les services du concept Salaka parce qu'on a compris que la qualité, les meilleurs prix, le respect de la clientèle, le respect dans la livraison, c'est avec le concept Salaka. Et ce matin, nous parlons encore et encore du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire qui vous permet, chers téléspectateurs, de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 que voici, que je présente une fois de plus, est donc ce complément alimentaire qui permet de réduire naturellement la pression artérielle. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Et je rappelle, il est sans effet secondaire dans l'organisme et il n'empêche pas la prise des autres médicaments. Alors parlons bien sûr du prix. Je rappelle que le prix officiel du Von Bio Oméga 3 est de 6 000 francs, mais le prix du concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs et c'est une boîte de 30 gélules. Oui, à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas, ce qui fait pratiquement 30 jours de consommation et on peut le consommer régulièrement parce qu'il est sans effet secondaire dans l'organisme. Donc vous qui êtes diabétique, vous qui avez les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, alors je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3 que vous retrouverez au point de vente du concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis au prix de 5 500 francs. Oui, c'est dans ce magasin qu'on peut avoir le Von Bio Oméga 3. Il est ouvert de lundi à samedi de 9h à 18h et nous sommes situés en plein cœur de Douala au quartier Aqua
à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui n'ont peut-être pas le temps de venir à Douala, et même ceux qui sont à Douala qui n'ont pas le temps, vous appellerez directement dès à présent le concept Salaka au numéro qui s'affiche à l'instant bas de l'écran et de passer votre commande. À côté bien sûr du Van Bio Oméga 3, on a également ce lait de toilette. Oui, c'est une lotion, c'est un lait de toilette médical uniquement pour les diabétiques. Van Bio Lotion permet de protéger, de sécuriser, d'embellir la peau des diabétiques. Votre peau, elle est délicate, alors n'utilisez plus n'importe quel lait de toilette. Les laboratoires Celorex ont mis sur le marché mondial un lait de toilette uniquement pour la peau des diabétiques que vous retrouverez bien entendu à 6 000 francs. Toujours au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Alors chers téléspectateurs, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Maroua, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, quelle que soit votre ville, votre pays de résidence, bien vouloir contacter le concept Salaka et commander dès à présent votre Van Bio Oméga 3, ce complément alimentaire à 5 500 francs ou alors votre lotion des diabétiques à 6 000 francs. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir. Aujourd'hui, avec le concept Salaka, on a le sourire, un sourire, mais alors un très très grand sourire avec ses compléments alimentaires. D'accord. Merci Constille Amine. Madame, Monsieur, on va tout de suite basculer pour retrouver Interpellation ce matin. Regardons l'élément préparé pour nous par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur ce plateau. Bon, disons que pour le progrès de notre pays, disons, on implore au gouvernement de nous fournir assez d'infrastructures, de pouvoir exposer tous nos génies, justement. On a besoin du soutien du gouvernement, vraiment. Disons, il y a la matière grise est déjà là, d'autant plus la plus intéressante même, c'est là. Le capital plus intéressant est là. Mais on a besoin des moyens de finances, disons, pour avancer, pour implanter les choses proprement dites. Alors, commentaire pour Bengan. D'abord, je commande par ce qu'il n'a pas dit. J'ai reconnu là le centre de perfectionnement de quelque chose là, que nous on appelait à notre époque centre de formation rapide, que la coopération coréenne nous a aidé à rénover, mais sauf que c'est resté perfectionnement sur le papier. Et quand un compatriote commence, donc là je viens à ce qu'il a dit, effectivement, on a vendu, vous avez souvent, j'aime votre expression là, prendre des mesures cosmétiques, on vend le vent aux gens. Vous avez, ils sont là et se rendent compte que oui, on est dans un centre de perfectionnement et tout, mais à la limite, l'État nous abandonne, peut-être même l'État ne sait pas pourquoi le centre a été construit et pourquoi il porte le nom de perfectionnement. Parce que ce centre devait accompagner certains emplois. Par exemple, vous avez un CAP, vous n'avez pas de qualification, on vous forme, vous avez niveau baccalauréat technique notamment, on vous forme un certain nombre de choses, et malheureusement, vous n'êtes pas utilisé. Et nos enfants sont prêts. D'abord, nous parents, nous déjà achetons les montres électroniques. Et quand on vous dit que les Coréens qui ont construit ce centre, ce sont les élèves de première année de l'équivalent d'esthétique, là-bas qui fabriquent ces montres électroniques que nous achetons ici. Et ça fait honte vraiment. Vous sortez d'un centre de perfectionnement, vous n'avez rien, même pas de tours et rien du tout pour fabriquer, franchement. Malheureusement, on va dire que le Cameroun, finalement, lorsqu'on le regarde, est très très en retard sur beaucoup de domaines. Et le plus dur dans ça, c'est que ceux qui nous dirigent ne le reconnaissent pas, n'ont pas conscience de ça. Comme votre grand frère Thomas Babi Sakana, oui. L'entrepreneur en chef. Ils n'ont pas conscience de ça. D'ailleurs, ils font du déni. Ils disent que circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe bien, tout est bien au Cameroun. Il y a des routes bien construites. Le Cameroun est l'un des meilleurs pays au monde, tout le monde en parle. Alors qu'on devrait plutôt prendre conscience de la profondeur du trou dans lequel nous sommes actuellement, qui est une profondeur abyssale, c'est un gouffre terrible. Il faudra clairement beaucoup d'années pour pouvoir le rembler et se retrouver à la surface. On va lire quelques messages avec vous, Karine. Moi, je pense que les frères qui sont en train de festoyer ont des choses qu'ils reprochaient aux mères. Mais comme hommes, nous soyons sensibles à la mort d'une autre personne. Kadji Pascal à Douala.
nous écrit Quelqu'un ce a dit matin. qu'il faut, avec ça, avec les réactions qu'on a reçues depuis hier suite à ce décès, qu'il est désormais urgent de mettre en place une commission vérité et réconciliation au Cameroun pour que les gens se parlent et se disent des vérités face à face. Oui, mais attendez quand même. Il y a deux images qu'on peut ne pas marquer. Lorsqu'on assassine Ruben Oumniobe, il y a un journaliste dont je ne citerai pas le nom. Il l'a insulté copieusement dans un journal Cameroun. Il lui disait que voilà le soi-disant Dieu qu'il est tombé. Mais sauf que ce journaliste, dans plus tard, il est mort comme un clochard. Étienne Tshisekedi aussi, lui je le cite parce qu'il est parti. À la mort de Lumumba, il a adressé une lettre de félicitations au roi de Belgique en lui disant merci de nous avoir éliminé ce crapaud. Ce cafard. Donc il y a certaines. Je veux dire que. Non, on veut dire que il y a lorsqu'on est embobiné, lorsqu'on est. Attention au dérapage. Hein? Oui, non. Il n'y aura pas de dérapage. S'il y a dérapage, c'est que nous avons très mal copié la civilisation occidentale. D'accord. Parce que là-bas, chez eux, on peut dire ah oui, mais je m'en fous, il meurt. Voilà, donc, et nous, ce n'est pas. Oui, absolument. Oui. Alors que chez nous, même si j'avais dit, les gens qui vous entourent vieillissent, autant ils vieillissent, autant vous voulez qu'ils restent, qu'ils vivent éternellement. Chez eux, on les éloigne, même votre propre papa. Il commence à atteindre un certain âge, mais maison de retraite, il n'y a pas vraiment les assurances pour s'en occuper, voilà. Alors, vous avez le sentiment, donc, moi ce que je peux percevoir, c'est que vous avez le sentiment que lorsque quelqu'un qui est proche du pouvoir meurt, il y a une forme de bouclier qui est créé à partir de là-bas pour faire en sorte que personne ne dise quelque chose de mauvais par rapport à la personne. Oui. Et lorsqu'une personne qui est proche du pouvoir meurt, on s'en fout de ce qu'on pourrait dire de la personne. Mais justement. Oui, j'ai moi aussi remarqué ça. Il y a parfois, vous écoutez certaines personnes du RDPC d'ailleurs, très nombreuses, qui, lorsqu'une personne que eux ils n'aiment pas meurt, ils sont dans la jubilation. Mais lorsque d'autres personnes le font, quand l'un des leurs, voilà, ils sont dans l'indignation sélective, il y a aussi ça qu'il faut faire. Et c'est pourquoi je dis, il est plus que urgent de mettre en place une commission vérité et réconciliation au Cameroun pour que les Camerounais se parlent et qu'on évite ce qui se passe actuellement. Karine. Qu'ils nous construisent juste des voies d'accès. Ils verront les résultats au lieu de nous endormir avec les gros mots. Ça, c'est par rapport à l'agriculture numérique. Je rends hommage à l'homme, à ses idéaux et ses convictions, car il croyait fermement ce qui lui permettait de faire bouger les choses. Romuald depuis Yaoundé. Le climat des affaires au Cameroun, mieux avantageux aux étrangers qu'aux Camerounais, ce qui est vraiment dommage. Comment peut-on ouvrir les portes aux gens de venir s'installer et de nous emboucher le lieu, de nous empêcher de nous permettre de créer nos propres richesses. D'accord. Un autre message. Que le gouvernement ne dérange pas les gens avec les gros mots et termes cons, parce qu'ils croient nous impressionner avec ça. Ils parlent d'agriculture numérique et même si ça devient fonctionnel, où sont les routes pour les livraisons ou les achats, vraiment? Un autre message. Un dernier. C'est du bluff. C'est une autre stratégie pour voler l'argent dans les caisses. Herman de Lormayangui. Vous avez vu votre colère, Chalamel? Elle fait beaucoup de bruit encore ce matin. Et c'est terrible hein, dans un pays comme le nôtre. Tous les jours, vous faites une colère, on constate qu'il y a toujours des choses qui nous mettent en colère. Parfois on dit, bon là, avec cette colère, Chalamel, c'est fini, il ne se mettra plus en colère. Mais il y a toujours un nouveau fait qui arrive et qui vous met en colère, Chalamel. Étrangement. Merci. Merci à tout le monde, madame, monsieur. Passez une belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.